Normalement, je vous enverrai la vidéo enregistrée dans la soirée, peut-être une petite heure après la fin de la Oh, conférence. même demain, c'est pas la peine de t'embêter, hein, je veux dire. Ça peut attendre demain, ça. De toute façon, il faudra que je la télécharge. Donc, une fois qu'elle est téléchargée, la mettre Ouais. sur un WeTransfer, c'est pas ce qui est le plus compliqué. La seule qui a envie de voir ça vite, c'est ma fille et ma mère. Voilà. Pour le reste, ça peut attendre, hein. Euh, Donc, je fais 40 minutes à peu près, hein. Très bien. 35, disons, 35. oui, 35, on va dire que ça va déborder jusqu'à 40, ça ira Ah, très bien. oui, mais je déborde pas. Enfin, si, peut-être parce que j'ai rajouté des trucs là aujourd'hui, donc parce qu'il y a des choses nouvelles. Les États-Unis sont rentrés au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ça commence à faire beaucoup, hein. En 3 semaines, Biden, il en a fait, il a déconstruit Trump à toute vitesse, hein. On aura l'occasion d'en parler alors. Ah bah oui, oui, ça, il y a de quoi, il y a de quoi dire. Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est que je puisse voir quand même, même quand vous faites l'écran, il faut que je vois mon texte. Oui, voilà, c'est ça. En principe, ça devrait être le cas, mais Alors, je vous laisse vérifier et puis après, on va commencer. pour moi, c'est bon, hein, c'est quand vous voulez. Très bien, alors bonsoir et merci à toutes et à tous d'être parmi nous, aussi nombreux et nombreuses que vous l'êtes, puisqu'on est autour d'une soixantaine de participants. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter cette visioconférence, la politique des États-Unis au Proche-Orient, de Trump à Biden, avec Dominique Vidal, que l'on retrouve dans quelques instants. Car s'il est désormais clair, après de longs jours d'interrogation, que Joe Biden soit président des États-Unis, en revanche, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que Trump, au cours de ces dernières semaines de mandat, a fait en sorte de marquer de son empreinte les premiers mois de l'administration Biden, notamment sur la politique étrangère. Donc la ligne de mire ce soir, c'est le Proche-Orient. Donald Trump a imprimé sa marque plus que jamais, de l'Irak à l'Afghanistan, où il accélère le retrait des troupes américaines, en passant par l'Iran, sur lequel il aura sondé l'idée d'une frappe sur un site nucléaire. Alors, on va demander à quoi faut-il s'attendre du côté américain, quelles sont les répercussions et conséquences sur lesquelles il a cherché à agir au Moyen-Orient, et y a-t-il des décisions que Trump a prises et sur lesquelles il est difficile de revenir, puisque la nouvelle administration américaine a dessiné un infléchissement de la politique étrangère des États-Unis par rapport donc à celle de Trump. Les premiers signes de changement à Washington concernent surtout le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, où un virage est évident. Donc, quel est le bilan de la politique au Proche-Orient? Quelle est la stratégie de la politique américaine? Et pouvons-nous encore parler de stratégie? Pour répondre à toutes nos questions, mais aussi aux vôtres, puisque un temps vous sera accordé en fin de séance pour que Dominique Vidal réponde à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à publier vos questions en ligne sur le live Facebook ou ici sur la conversation du Zoom. Et des modératrices seront présentes derrière nos écrans pour les ordonner, les trier, et nous les remercions vivement. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Alex qui va se charger de présenter notre invité. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Donc oui, je m'appelle Alex, je vais vous présenter Dominique Vidal. Dominique Vidal, vous êtes historien et journaliste, spécialiste des relations internationales et essentiellement du Proche-Orient. Actuellement collaborateur du Monde diplomatique et membre du bureau de l'IREMO. Vous êtes un écrivain prolifique. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient, sur la politique et l'histoire d'Israël et de la Palestine, mais aussi sur la société française, avec notamment votre dernière parution Portrait d'une France à deux vitesses, que vous avez publié chez l'Aube avec Samuel Shalom. Et récemment, vous avez dirigé l'ouvrage L'état du monde 2021, le Moyen-Orient et le monde, aux côtés de Bertrand Badi. Et c'est sur la base de ce livre que vous allez traiter le sujet d'aujourd'hui. Dominique, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Je suis
très content d'être avec vous. Ce n'est pas formel ce que je dis. Je sais que la période est très dure pour les étudiants et les étudiantes, évidemment. Et donc, je donne la priorité, quand on me demande d'intervenir, aux facs qui le font. Je crois que c'est un moment aussi, évidemment, de réflexion, c'est un moment de débat, mais c'est aussi un moment où on se retrouve, après tout. On se retrouve à distance, évidemment, mais on se retrouve, et c'est, je crois, très important qu'il y ait entre vous et même avec un vieux comme moi, un peu de chaleur qui passe, un peu d'espoir aussi. Je crois que c'est important. Alors, Alexandre l'a dit, je suis journaliste, je suis historien, mais je ne suis pas Madame Soleil. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les mois qui viennent. J'en serais tout à fait incapable. Les historiens sont beaucoup plus intelligents pour parler du passé que pour prédire l'avenir. Quand ils le font, d'ailleurs, souvent, ça donne des résultats plutôt catastrophiques. Avant de parler du Proche-Orient, je dirais un mot de philosophie pour évoquer ce que Hegel appelait la dialectique du maître et du serviteur. C'est dans un chapitre de Herrschaft und Knechtschaft, de sa phénoménologie de l'esprit, que le philosophe allemand montre comment le maître dépend du serviteur autant que le serviteur dépend du maître. Alors, ça fait longtemps que les États-Unis ne sont plus les seuls maîtres du monde, et a fortiori les autres pays leurs serviteurs. Mais la dialectique, chère à Hegel, pose une question majeure et actuelle dans la relation qu'entretient Washington avec ses alliés, en particulier avec Israël. Qui dirige qui? Alors, je vais revenir un peu sur l'histoire parce qu'elle est peu connue. Washington a fait partie, avec Moscou, des capitales qui ont le plus contribué à la naissance d'Israël. Après-guerre, je veux dire après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont accompagné le désir des sionistes de faire pression sur les Britanniques pour qu'ils rendent leur mandat sur la Palestine et permettent la création d'un État juif. Les Américains se sont prononcés en faveur du partage de la Palestine le 29 novembre 1947 et le 14 mai 1948, au soir de la déclaration d'indépendance d'Israël, le président Harry Truman a été le premier à reconnaître l'État d'Israël. Ce que peut-être vous ne savez pas, parce que c'est une page assez curieuse de l'histoire, intéressante, c'est que paradoxalement, les États-Unis et l'Union soviétique, sur la toile de fond d'un certain orientalisme qui ne s'intéressait pas beaucoup aux opinions arabes, s'étaient fixés à l'époque un même objectif, c'est-à-dire ébranler l'hégémonie du Royaume-Uni au Proche-Orient. Et ça a marché. En 23 ans, la fin chaotique du mandat britannique sur la Palestine a fait tomber presque toutes les pièces du jeu de Londres. Alors Staline, évidemment, était réaliste, comme chacun sait. Il ne rêvait pas que l'URSS prenne la place de la Grande-Bretagne au Proche-Orient. Et Truman était lui aussi patient. Il savait qu'il faudrait du temps pour que Washington y parvienne. Mais très vite, Israël choisit son camp. Le Premier ministre David Ben-Gourion, en août 1948, donc à peine l'État proclamé, accueille le premier ambassadeur américain en déclarant « Israël salue le soutien russe aux Nations unies, mais ne tolérera pas de domination soviétique. Non seulement Israël est occidental dans son orientation, mais notre peuple est démocrate et réalise qu'il ne peut devenir fort et rester libre qu'à travers la coopération avec les États-Unis. » On voit qu'il y a une longue permanence dans cette orientation. C'est à cette époque que la France devient l'allié stratégique du nouvel État, puisque c'est nous, les Français, qui allons même fournir à Israël les moyens nécessaires à la fabrication de sa bombe nucléaire. C'est à l'époque où Paris, Londres et Tel Aviv organisent la guerre contre l'Égypte de Nasser, qui a commis le crime de vouloir nationaliser la compagnie du canal de Suez. Très vite, Eisenhower et Khrouchtchev, les Américains et les Soviétiques, sifflent la fin de cette aventure. En revanche, en 1967, c'est Washington qui va donner le feu vert à la guerre préventive d'Israël, qu'on appelle, comme vous savez, la guerre des 6 jours. Et l'armée israélienne va devoir trouver un fournisseur alternatif pour les armes que la France livrait jusque-là, puisque De Gaulle décrète un embargo sur les armes. À partir de ce moment-là, donc à partir de juin 67, disons,
l'Amérique va toujours être aux côtés d'Israël, mais sans renoncer à influer sur ses choix. Parce que le but des États-Unis, c'est de trouver un consensus stratégique entre les dirigeants israéliens et les dirigeants arabes pour contrôler la région. Il y aura même parfois des affrontements, je veux dire, diplomatiques. Par exemple, après la guerre du Golfe de 1991, les États-Unis sont accusés par les Arabes de s'être précipités pour libérer le Koweït 5 mois après son occupation par l'Irak, alors qu'ils n'avaient rien fait pour les territoires palestiniens colonisés par Israël depuis 1967. Alors les États-Unis organisent fin octobre une conférence internationale à Madrid. Et comme le premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Shamir, refusait d'y venir, le secrétaire d'État James Baker l'a fait chanter. La participation à la conférence conditionnait l'obtention par Israël d'une garantie de Washington pour un prêt de 10 milliards de dollars dont les Israéliens avaient absolument besoin à l'époque pour intégrer les centaines de milliers de Soviétiques qui arrivaient. Et donc Shamir va participer avec les Palestiniens à cette brève cérémonie qui débouche sur des négociations multilatérales et puis sur les fameuses négociations bilatérales et secrètes d'Oslo. La suite, vous la connaissez. Cet épisode est très intéressant parce qu'il montre qu'un président américain peut résister à la pression d'Israël et de son lobby en brandissant la menace de sanctions. Est-ce que Biden s'en souvient? Je ne sais pas. Mais toutes ces tensions qui ont pu exister, qui ont existé, n'ont jamais remis en question les liens entre les deux États. Au Conseil de sécurité, le représentant américain a toujours mis son veto aux résolutions critiquant et a fortiori sanctionnant Israël. La Maison-Blanche est très généreuse. Depuis 1948, l'aide américaine à Israël a dépassé 130 milliards de dollars. Acteur du processus de paix, l'ami américain n'hésite pas à favoriser, selon ses objectifs du moment, la gauche ou la droite israélienne. Ainsi, George Bush, le père, contribue-t-il ouvertement à la victoire d'Yitzhak Rabin, qui va déboucher sur Oslo. Et quand Rabin est assassiné, Bill Clinton fait tout pour que Shimon Peres, le dirigeant de la gauche israélienne à l'époque, je mets des guillemets à droite et à gauche, ça n'a pas tout à fait le même sens que chez nous, encore que, et Shimon Peres s'obstine lui-même à perdre une élection gagnée d'avance pourtant, au profit de qui? De Benjamin Netanyahou, qui lui est décidé à enterrer Oslo avec Rabin. Washington va s'en accommoder, comme elle tolérera en 2000 le sabotage par Ehud Barak des efforts de paix avec la Syrie, avec le Liban et bien sûr avec les Palestiniens. C'est l'échec du fameux sommet de Camp David, suivi de l'élection d'Ariel Sharon en février 2001, qui marque un premier tournant majeur dans les rapports entre Tel Aviv et Washington. Parce qu'en pleine seconde intifada, le vieux général susurre à l'oreille de George Bush, le fils, au lendemain des attentats du 11 septembre, je cite, « Notre Ben Laden, c'est Arafat ». Et donc, il obtient la caution des États-Unis pour la reconquête militaire de la Cisjordanie et le siège de Yasser Arafat, qui va d'ailleurs en mourir en 2004. L'année précédente, en envahissant l'Irak, Washington avait fait en réalité le même choix que Sharon d'une guerre préventive plutôt que d'une action multilatérale pacifique. Un an plus tard, Sharon est remplacé par Ehud Olmert, qui lance coup sur coup 2 guerres contre le Liban, puis contre la bande de Gaza, avec le soutien des États-Unis. Mais quand la droite revient au pouvoir, avec Netanyahou, elle affiche une ambition sans précédent. Elle veut faire échec au nouveau président américain Barack Obama. Parce que dans son discours du Caire, le 4 juin 2009, il a osé affirmer, je cite, « Les Israéliens doivent reconnaître que tout comme le droit d'Israël à exister ne peut pas être nié, celui de la Palestine ne peut pas l'être non plus. » Et il précisait, je cite toujours, « Les États-Unis n'acceptent pas la légitimité de la continuation de la colonisation. » Après 10 mois de moratoire sur la colonisation, Netanyahou, réélu en mars 2015 à la tête d'une coalition de droite et d'extrême droite,
va défier son allié adversaire jusqu'à la fin de son mandat. Avant de passer la main, Obama, si vous me passez l'expression, se vengera en s'abstenant et en permettant, avec cette abstention, au Conseil de sécurité d'adopter en décembre 2016 la résolution la plus sévère contre la politique de colonisation de Tel Aviv jamais adoptée par le Conseil de sécurité. Alors évidemment, l'ère Trump va marquer un nouveau tournant historique. Dans le couple États-Unis-Israël, c'est désormais ce dernier qui paraît diriger. Eretz Israël, c'est-à-dire ce que nous appelons en français le Grand Israël, c'est, vous le savez, la bannière de la droite israélienne depuis sa victoire historique en 1977. Elle l'a toujours brandi très fièrement, mais sauf à Jérusalem-Est, elle n'avait jamais traduit ce slogan en actes. L'élection de Donald Trump en 2016 lui en donne l'occasion. La décision d'ériger Jérusalem en capitale d'Israël, d'y transférer l'ambassade des États-Unis, donne une première preuve de la détermination de Trump. S'y ajoutera la décision de ne plus considérer les colonies de Cisjordanie comme, entre guillemets, illégales. Et voilà que, ensuite, le deal du siècle, comme Trump l'appelait, a offert à Israël la possibilité d'annexer la vallée du Jourdain ainsi que l'ensemble des colonies et des avant-postes. Les avant-postes, c'est des colonies qui sont illégales même du point de vue du droit israélien. C'est-à-dire, au total, si on voit la carte, on la verra tout à l'heure sur le diaporama, plus de la moitié de la Cisjordanie. Et donc, chacun dans la région le mesure ou le pressent. Si ce processus se concrétisait sur le terrain, ce serait l'enterrement de la solution dite des deux États au profit d'un seul. Mais pas cet État binational dont rêvaient avant-guerre des juifs pacifistes comme Martin Buber ou Judas Magnès, de grands intellectuels. Pour la droite, en effet, il n'est pas question de considérer les Palestiniens des territoires occupés comme des citoyens à part entière d'un même État, de peur que, devenus majoritaires, ils remettent en cause le caractère juif de cet État. Et l'opinion israélienne, même lorsqu'elle s'affirmait à l'époque hostile à plus de 70% à toute annexion, estimait néanmoins à 69% qu'il ne faudrait pas octroyer le droit de vote aux Palestiniens des territoires. Ceci explique cela, d'après les statisticiens aussi bien israéliens que palestiniens, les Arabes aujourd'hui sont d'ores et déjà aussi nombreux que les Juifs, environ 7 millions de part et d'autre. Sans comptabiliser, je le précise, les 7 millions de Palestiniens qui vivent à l'étranger, les réfugiés et les autres, et évidemment les quelques 10 millions de Juifs, c'est-à-dire la majorité des Juifs, qui vivent en dehors d'Israël. Voilà pourquoi l'État unique, version droite et extrême droite, ne peut être qu'un État d'apartheid. Ce n'est pas un gros mot, c'est simplement une manière de dire qu'un peuple a tous les droits politiques et un autre pas. Rares sont, au sein du Likoud, les voix discordantes. La plus significative, c'est celle du président de l'État, Reuven Rivlin. Il est partisan du Grand Israël, c'est un homme de droite, mais il ajoute, je le cite, « Appliquer la souveraineté à une zone donne la citoyenneté à ceux qui y vivent. Il n'y a pas de loi différente pour les Israéliens et pour les non-Israéliens. » Pour que la droite et l'extrême droite israélienne puissent réaliser Eretz Israël, le Grand Israël, Netanyahou tente par 3 fois d'obtenir, en 2019 et en 2020, une majorité suffisante pour écarter aussi l'épée de Damoclès d'un triple procès pour corruption, malversation et abus de confiance. En fait, il ne va réussir qu'à gagner du temps. Son procès est désormais ouvert, mais reporté de mois en mois avec la complicité de la Covid. Son pari politique, en revanche, il ne l'a pas remporté. Et c'est pourquoi les Israéliens vont à nouveau voter le 23 mars prochain. Parce qu'ils ont été assez nombreux par 3 fois pour empêcher le chef de Likoud de bénéficier d'une majorité à la Knesset,
mais pas assez nombreux pour élire une majorité alternative. Je ne cite pas souvent Jean-Marie Le Pen, vous vous en doutez, mais sur ce point, il faut le citer parce que la leçon de ce triple scrutin israélien de 2019-2020, c'est ce que Le Pen a dit un jour, je le cite, « Les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie ». Autrement dit, quand la gauche fait la même politique que la droite, on préfère la droite. En fait, il aura fallu que le clown triste de la politique israélienne, Benny Gantz, trahisse son parti et ses électeurs pour que Bibi, comme il l'appelle, survive provisoirement à cette triple défaite. Et que disait-il lors de son discours d'inauguration devant la Knesset le 17 mai dernier? Je le cite, « C'est sur ces territoires que le peuple juif est né et s'est développé. » Il parle évidemment de la Cisjordanie. « Il est temps d'y appliquer la loi israélienne et d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du sionisme. » Alors, est-ce qu'il s'agissait de démagogie électorale ou d'un programme concret? Ce qui est indiscutable, en tout cas, c'est que l'annexion était au cœur des 3 dernières campagnes électorales du chef de Likoud. Il avait promis celle de la vallée du Jourdain, celle des colonies de Cisjordanie et même celle de la ville de Hébron. À part cette dernière, c'est effectivement le contenu du plan Trump. L'Assemblée, la Knesset, était donc censée voter à partir du 1er juillet 2020 une loi qui encadre les annexions prévues. Force est de constater 7 mois plus tard qu'elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Sans doute l'opposition d'une partie importante de l'opinion israélienne a-t-elle douché les ardeurs du Premier ministre. À en croire les sondages, seul un quart des Israéliens, 26%, soutenaient l'annexion, 40% préférant une solution à 2 États, 22% un désengagement unilatéral et 13% le statu quo. Peut-être aussi les États-Unis n'étaient-ils guère pressés de concrétiser leur offre, laquelle restait à préciser. Il y avait des désaccords sur les zones à annexer. Et puis, je crois que Netanyahou redoutait une levée de bouclier de la communauté internationale, d'ordinaire très lâche, mais cette fois, aussi bien les États que les citoyens étaient sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire l'opposition à une annexion. D'ailleurs, pourquoi accepter l'annexion de la Cisjordanie ou de la moitié de la Cisjordanie par Israël alors qu'on avait sanctionné Moscou pour avoir annexé la Crimée? Il n'est pas exclu aussi que Netanyahou ait eu un doute quant à la réélection de son parrain américain et donc sur la pérennité de l'annexion. Alors Netanyahou, qui a quand même un extraordinaire talent de tacticien, a brouillé les cartes. Il a transformé l'annexion en une menace qui justifie pour les dirigeants arabes le fait de normaliser leurs relations avec Israël. Mais sans exiger, comme dans l'initiative arabe de paix de 2002, le retrait israélien des territoires occupés en 1967 et l'établissement d'un État palestinien. Les accords d'Abraham, qui ont été signés à la mi-septembre avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, suivis depuis du Maroc, du Soudan et du Kosovo, on attend encore le Liechtenstein, Monaco, etc., ne constituent pas vraiment des traités de paix, puisque les États signataires n'ont jamais été en guerre avec Israël. Et puis, il faut le dire, sans être grossier, mais chacun a reçu de Trump son petit cadeau. Dubaï a reçu ou devait recevoir les chasseurs américains F-35. Khartoum, on avait promis la sortie du Soudan de la liste des pays terroristes. Et Rabat, en l'occurrence Mohamed VI, donc, obtenait la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental sans que le référendum d'autodétermination prévu depuis des décennies n'ait eu lieu. Alors voilà par exemple la manière dont un ambassadeur, celui des Émirats à Washington, décrit comme un acte héroïque le fait d'avoir signé une paix avec Israël. Il explique, je le cite, « La vérité est que les accords d'Abraham visaient à empêcher l'annexion. La raison pour laquelle cela s'est produit, la façon dont cela s'est produit, au moment où cela s'est produit, c'était pour empêcher l'annexion. » En fait,
vous vous en doutez, les dirigeants arabes s'inquiètent surtout des réactions de leur opinion. C'est une des leçons du baromètre de l'opinion arabe 2019-2020, réalisé par le Centre arabe de recherche et d'études politiques, le CAREP. Selon cette enquête, qui n'est pas un sondage fait sur un coin de table comme on les fait en France, mais une enquête menée auprès de 27 000 citoyens de 13 pays arabes dans des entretiens en face à face, retenez bien ce chiffre, il est impressionnant, 88% des Arabes s'opposent à la reconnaissance diplomatique d'Israël, que seuls 6% approuvent. Et 79% estiment que la cause palestinienne, c'est le texte du sondage, concerne tous les Arabes, et 15% disent non, c'est seulement l'affaire des Palestiniens. D'où cet aveu récent de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Il a dit à Haaretz, s'il reconnaissait lui aussi Israël, il serait, je le cite, tué par l'Iran, le Qatar et son propre peuple. Il faut dire que la motivation des opinions arabes est beaucoup plus politisée qu'on ne le pense. À la question « Quels États représentent la plus grande menace pour les pays arabes ?», 37% désignent Israël, 29% les États-Unis et 12% seulement l'Iran. Et si on pose la question des menaces étrangères, d'une manière plus globale, alors 89% des enquêtés disent Israël, 81% les États-Unis, 67% l'Iran, 56% la Russie, 44% la France, surtout dans le Maghreb, 32% la Chine et 35% la Turquie. À quelques semaines des 4e élections législatives israéliennes en 2 ans, rien, hélas, n'a vraiment changé. Netanyahou se trouve plus que jamais sur un siège éjectable, mais la gauche arabe et juive ne parvient pas à proposer une alternative à la radicalisation en cours. En fait, les vrais challengers de Netanyahou sont soit à l'extrême droite avec le colon Naftali Bennett, de Yamina, le parti qui s'appelle à droite, soit un likoudnik dissident, Gideon Sa'ar, et son parti, Tikva Hadasha, le Nouvel Espoir, soit au centre, avec Yair Lapid, du parti Yesh Atid, il y a un avenir. Mais quand bien même ce dernier l'emporterait, Yair Lapid, quelle politique mènerait-il et avec quelle majorité? Je ne veux pas faire de parallèle avec la France, mais je veux quand même dire qu'en Israël aussi, le dégagisme ne suffit pas. Ceux qui se prétendent les boucliers contre l'extrême droite peuvent s'en révéler le tremplin. Le dernier obstacle sur lequel Bibi et les ultranationalistes israéliens pourraient trébucher ne se trouve donc pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Avec Trump, Bibi surfait sur l'air du temps. Avec Biden, il nage à contre-courant. Permettez-moi une petite et lointaine parenthèse française. En 1969, Jacques Duclos, candidat communiste à la présidentielle, rassemble plus de 22% au premier tour. Ça ferait rêver Fabien Roussel, je pense. Mais ce score ne lui permet pas d'être au second, où se retrouvent Georges Pompidou et Alain Poher. Et Duclos sort cette formule, blanc bonnet et bonnet blanc. C'est une formule qui était très intelligente à l'époque, mais elle a été utilisée, à mon avis, pour justifier bien des simplifications. Certains la ressuscitent pour Trump et Biden. Alors, il faut le dire, bien sûr, tout président des États-Unis travaille pour que l'Amérique soit great again. Mais conçoivent-ils pour autant de la même manière la défense des intérêts états-uniens, notamment au Proche-Orient? Bien sûr aussi, il y a loin des promesses aux actes. Mais de premiers indices apparaissent sur les priorités que Biden s'est fixées au Proche et Moyen-Orient. La prudence nécessaire n'exclut pas l'observation des faits qui, comme aurait dit un révolutionnaire russe bien connu, sont têtus. J'insiste, Biden n'occupe la Maison-Blanche que depuis quelques jours. Trump lui a savonné la planche. Netanyahou et ses alliés arabes en font autant. De surcroît, un président américain a d'autres priorités que le Maghreb et le Mashrek.
Il doit tenir compte du Congrès, du département d'État, du Pentagone, de la CIA, du FBI, des lobbies, sans oublier, pour Biden, le bras de fer entre la gauche et la droite démocrate. Et pourtant, en 3 semaines, même les tenants du blanc bonnet et bonnet blanc ne peuvent négliger les engagements de Joe Biden et de Kamala Harris, à supposer évidemment qu'ils s'y tiennent, ce qui n'est pas sûr. Reste qu'ils ont déjà commencé à en mettre plusieurs en œuvre. Sur l'Iran, on peut même parler d'une course de vitesse. Le nouveau président des États-Unis, à peine investi, semble déterminé à négocier rapidement pour apaiser à la fois les relations bilatérales, les tensions au Proche et Moyen-Orient, pas seulement Israël-Palestine, aussi Iran-Arabie Saoudite, etc. Et au-delà, l'ensemble du climat international. Au fond, Biden paraît décidé à en finir avec la nouvelle guerre froide orchestrée par Trump. Si sa stratégie semble claire, la tactique l'est moins. Est-ce que Biden veut revenir à l'accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien, à condition évidemment que Téhéran en respecte aussi les clauses, comme le secrétaire d'État Anthony Blinken le laisse entendre, ou bien veut-il renégocier l'accord et sur quel point? De toute façon, ça inquiète beaucoup le Premier ministre israélien, orphelin de son complice Trump, comme Mohamed Ben Salman. À l'instar du prince héritier saoudien, la plupart des dirigeants israéliens s'opposent au retour à l'accord de 2015. Pas question que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, évidemment, mais pas question non plus qu'il arrive au seuil de sa fabrication. Bref, si Israël, comme le Golfe, juge inacceptable que Téhéran puisse devenir rapidement membre du club nucléaire, en oubliant au passage que Tel Aviv l'est quand même depuis les années 60, et je l'ai dit, grâce à la France. Or, les Iraniens, après l'assassinat du physicien nucléaire par Israël, ont fait savoir fin 2020 qu'ils reprendraient la production d'uranium enrichi à 20%, bien au-delà du seuil fixé en 2015. Et d'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils possédaient déjà en juillet dernier 2,4 tonnes d'uranium enrichi, soit 10 fois plus que le montant autorisé par l'accord. Et ils se trouveraient, selon Tel Aviv, pour aller vite, à 2 ans de la bombe. Si bien que l'état-major de Tsahal, qui jusque-là temporisait, multiplie les menaces. Même pour le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, Israël doit, je cite, « maintenir sur la table une option militaire crédible ». Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Mais, ajoute-t-il, en évitant une politique de confrontation médiatique avec la nouvelle administration américaine. C'est le « en même temps » version israélienne. Parmi les experts, y compris militaires, certains commencent en effet à dénoncer les menaces brandies par Israël comme futiles. Je cite un très bon expert qui est intervenu dans Haaretz ces derniers jours. Israël dépend des États-Unis diplomatiquement et pour sa sécurité, alors que les États-Unis peuvent faire ce qui leur plaît sans tenir compte des vœux d'Israël. Et cet expert, Yezekel Dror, met les points sur les i. L'intervention grossière d'Israël dans la politique intérieure américaine avant l'élection présidentielle de 2016 a certainement diminué l'empressement du président Joe Biden et de sa nouvelle équipe de sécurité nationale à prêter une oreille complaisante aux exigences d'Israël. Les Américains vont sans doute revenir à l'accord sur le nucléaire avec l'Iran sans tenir compte des réserves d'Israël. Bref, quitte à négocier et surtout amender le deal de 2015, mieux vaudrait, pensent beaucoup d'experts, le faire avec la nouvelle administration américaine plutôt que sans elle et a fortiori contre elle. D'autant que, à chaque haussement de ton de Tel Aviv, Washington riposte par des gestes symboliques apaisants envers Téhéran. Ainsi, la nomination comme responsable de la négociation de Robert Malley, que les Israéliens considèrent comme un ennemi, décision maintenue malgré leur pression et celle de leurs avocats américains. Plus spectaculaire encore, le Pentagone a fait faire demi-tour au porte-avions USS Nimitz que Trump avait envoyé là-bas pour montrer ses muscles. Vous savez ma formule, elle a fait
Elle a eu du succès, disons. On croyait que Trump, c'était Sylvester Stallone. En fait, c'était plutôt Aldo Maccione. Reste à savoir comment les dirigeants iraniens peuvent et veulent réagir. La Covid a complété l'œuvre destructrice des sanctions. La vie est devenue très difficile pour la plupart des Iraniens. Le mécontentement grandit, même si la peur de la répression le bâillonne. L'Iran a étendu sa toile régionale, c'est vrai, mais chaque maillon présente des faiblesses. Le Hezbollah est contesté au Liban. Israël bombarde les forces iraniennes en Syrie avec l'accord tacite de Vladimir Poutine, censé être l'allié de Téhéran. Le rejet de l'emprise iranienne s'accroît en Irak, même parmi les chiites, et nul ne croit plus que les Houthis ne seraient que des agents iraniens. Reste à savoir qui, pour renouer la négociation, fera le premier pas et lequel. Téhéran présente la levée des sanctions comme un préalable et Washington s'y refuse tant que l'Iran ne cessera pas d'enrichir l'uranium nécessaire à une éventuelle bombe. Alors, un certain nombre d'observateurs, tout en admettant que le dossier iranien va progresser, c'est difficile de dire le contraire, assurent qu'il ne va pas en aller de même du dossier israélo-palestinien. Et pourtant, là encore, des indices s'accumulent. Sur la question de Jérusalem, pas question, bien sûr, pour Biden de revenir sur le transfert de l'ambassade américaine. Toutefois, la nouvelle administration rouvre actuellement, c'est en cours, son consulat à Jérusalem-Est, geste qui nuance le coup de force de Trump. Jérusalem, capitale d'Israël, pourrait donc être aussi celle d'un État palestinien s'il voyait le jour. Sur les paramètres fondamentaux du conflit, la diplomatie américaine revient à ses positions d'avant Trump. Elle recherche à nouveau une solution à deux États, requalifie d'illégales les colonies ainsi que toute annexion. Bref, elle enterre le deal du siècle. Sur la vague de reconnaissance arabe d'Israël, Ned Price, qui est le porte-parole du secrétaire d'État, Anthony Blinken, précise dès son premier point de presse, écoutez bien parce que c'est d'une grande finesse, les États-Unis continueront à recommander à d'autres pays de normaliser leurs relations avec Israël. Mais, il y a un mais, il ne s'agit pas, je cite, d'un substitut à la paix israélo-palestinienne. Nous espérons qu'Israël et d'autres pays dans la région s'uniront dans un effort commun pour construire des ponts et contribuer à un progrès tangible vers l'objectif consistant à promouvoir une paix négociée entre Israéliens et Palestiniens. Ce genre de phrase avait disparu depuis que Trump avait été élu. La nouvelle administration n'entend en tout cas pas se laisser forcer la main par Netanyahou et ses alliés du Golfe. À preuve, la suspension de la livraison des chasseurs F-35 aux Émirats arabes unis. En italien, on dit « cornuto, bastonato e contento ». Plus importante, l'annonce que Washington, avant-hier, ne soutiendrait plus la guerre saoudienne au Yémen. Et il serait même question de ne pas reconnaître la marocanité du Sahara que Mohamed VI croyait s'assurer en se liant avec Tel Aviv. Tous ces gestes seront-ils suivis d'effets? Annoncent-ils la fin de l'alignement trumpien sur Netanyahou? Il est évidemment, je le répète, trop tôt pour l'affirmer. Reste que Kamala Harris a annoncé 3 gestes immédiats et très significatifs pour les Palestiniens. La reprise des négociations et de l'aide financière directe de Washington avec eux. Deuxièmement, la réouverture de la mission de Palestine à Washington. Et troisièmement, surtout, le retour politique et financier de Washington au sein de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Autre retour à signaler, ça date d'avant-hier, les États-Unis reprennent leur place au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tout en maintenant leur critique à son égard. Nous savons, déclare Anthony Blinken, qu'il existe des failles au Conseil des droits de l'homme et qu'il est nécessaire de procéder à des réformes. Mais il indique, je cite toujours, quitter le Conseil comme l'a fait l'ancienne administration en 2018 n'a pas entraîné d'amélioration de la situation
mais a provoqué un vide dû à l'absence de leadership américain qui a permis à des États non démocratiques de prendre le contrôle de l'ordre du jour du Conseil. J'insiste sur cette phrase, elle est très significative, à mon avis, de l'ensemble de la stratégie de Biden. Retrouver un leadership. Avec le Premier ministre israélien, le nouveau président alterne le chaud et le froid. 3 semaines après son investiture, il ne lui a toujours pas téléphoné. Officiellement, disent les Israéliens, pour ne pas s'impliquer dans la prochaine élection. En revanche, le département d'État a grondé la Cour pénale internationale pour avoir, fait historique, décidé d'enquêter sur les crimes de guerre dont l'autorité palestinienne et celle du Hamas accusent l'armée israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Biden complète aussi à Israël en adoptant la définition de l'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, la fameuse IHRA. En revanche, Washington, tout en se félicitant des 5000 doses de vaccins offertes par Israël à l'autorité palestinienne, incite son allié, c'est un euphémisme, à accroître cet effort. Je rappelle que, selon les conventions de Genève, l'occupant est responsable de la population occupée. La non-vaccination des Palestiniens des territoires par Israël est considérée aux yeux de la Convention de Genève de 1949 comme un crime de guerre. Plus étrange, plus étonnant, le bureau du Premier ministre israélien vient de se croire obligé de réaffirmer que le Golan restera israélien, en réponse à une déclaration d'Anthony Blinken à CNN, reconnaissant que le plateau est très important pour la sécurité d'Israël, je cite, mais que les questions de légalité sont d'un autre ordre. Alors, est-ce qu'on va dans les mois qui viennent vers une déradicalisation de la vie politique israélienne, de la politique israélienne? Je crois que la question commence à se poser sérieusement à moins de 6 semaines des 4e élections législatives anticipées en Israël. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup, Dominique. C'était extrêmement intéressant. Si ça vous va, on va commencer par quelques petites questions. Absolument. Donc, vous avez évoqué finalement le retour de la promotion de la solution à 2 États par l'administration Biden. Moi, je voulais savoir un petit peu comment ça pouvait se traduire dans des politiques durables. Alors, en fait, je vais faire une série de questions et après, vous répondrez. Comme vous voulez, mais pas trop, parce que sinon je vais refaire une conférence. Non, je vous en fais une ou deux à chaque fois, si ça vous va, avec Oh, Juliette, évidemment. J'avais une autre question. Vous avez parlé de la division entre la droite et la gauche démocrate aux États-Unis. Je voulais savoir un peu quelles étaient les différences dans les différents courants qu'il peut y avoir dans le camp démocrate américain sur la question israélo-palestinienne. Et je vous en fais une dernière toute petite. En dehors des États-Unis, sur quelle contribution compte l'UNRWA? Alors, sur les 2 États, c'est une question extrêmement compliquée parce que ça dépend qu'est-ce que vous voulez me faire dire. Si vous voulez me faire dire mon opinion, comme expert quand même depuis presque plus de 40 ans, disons, de cette question, je pense que la solution des 2 États est morte et enterrée. Et que le maintien par la direction palestinienne, j'entends l'autorité palestinienne, de cette orientation fictive qui ne correspond à aucune réalité. L'autorité palestinienne n'est pas le gouvernement d'un État, c'est une administration d'un territoire occupé et colonisé, soumise de A à Z au bon vouloir ou au mauvais vouloir de l'occupant. Bref, je crois que petit à petit, la solution des 2 États est devenue une forme de cache-sexe de la réalité, de l'occupation, de la colonisation et de l'annexion de fait de la Cisjordanie, évidemment de Jérusalem-Est, mais pour Jérusalem-Est, c'est de droit, puisque l'Assemblée israélienne a annexé officiellement, par une loi de 1980, l'Est de la ville pour la réunifier et en faire la capitale éternelle, comme chacun sait, d'Israël.
Donc, je suis absolument persuadé que la question politique, stratégique qui se pose aussi bien aux dirigeants palestiniens qu'aux dirigeants de la gauche ou du camp de la paix, enfin ce qu'on appelait le camp de la paix en Israël, c'est de réfléchir à une autre solution qui soit adaptée à l'évolution des choses. Il suffit de regarder une carte, on pourrait la voir, pour mesurer combien, par exemple, les deux peuples sont imbriqués. Il y a 700 à 800 000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Il y a 2 millions, presque, pas tout à fait, de Palestiniens en Israël. Donc voilà, on a un premier mélange. Ensuite, on a, comme on voit très bien à travers la carte officielle du plan Trump, celle que vous voyez sur la gauche, et la version qu'en a donnée Julien Boussac à l'époque pour le Monde diplomatique, la version de Boussac n'est pas une plaisanterie. Il a simplement enlevé et transformé en mer, en océan, vous voulez, tout ce qui est zone contrôlée directement ou indirectement par Israël. Et donc, ce qu'on voit, c'est ce qui reste de Cisjordanie sous autorité palestinienne théorique. Ça n'empêche pas l'armée d'y intervenir quand elle veut, comme elle veut, avec la violence qu'elle sait y déployer. Donc, si vous voulez, vous prenez deux peuples imbriqués, vous prenez un territoire complètement morcelé, vous prenez une absence totale de souveraineté. Dans le plan Trump, il était clair que les Palestiniens n'avaient strictement aucune souveraineté. En gros, ils ont le droit de gérer les problèmes de ramassage des ordures, les problèmes éventuellement de santé, enfin tout ce qui coûte de l'argent, quoi. Mais tout ce qui est souveraineté, c'est évidemment Israël qui la détient. Donc, beaucoup de Palestiniens, je dirais même, à mon avis, une majorité de Palestiniens, et en tout cas de jeunes Palestiniens, ça c'est sûr, se prononcent plutôt pour une solution à un État. C'est-à-dire que juifs et arabes, musulmans, chrétiens enfin, l'ensemble des religions, qu'elles soient, je veux dire, les trois grandes religions monothéistes, que tout le monde se retrouve dans un seul État. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rapports de force sont tels que cet État, s'il était proclamé, par exemple, demain, si l'annexion israélienne se faisait, ce serait un État, je l'ai dit, d'apartheid. C'est-à-dire un État où les Juifs auraient tous les droits et les Palestiniens peu de droits. Et en tout cas, pas de droits politiques pour ceux des territoires. Il y a même un risque d'ailleurs que la question se pose pourquoi les Palestiniens d'Israël auraient le droit de vote et pas ceux des territoires. Si on aligne, ce sera plutôt sur le bas que sur le haut. Bref, la vraie question, c'est comment imaginer une stratégie qui se fixe pour objectif non plus une formule institutionnelle, un État, deux États, trois États, une confédération, une fédération, etc., mais un objectif politique, lequel? L'égalité des droits. Que dans l'État unique qui s'appellerait Israël-Palestine, ou Palestine-Israël, peu importe, il y ait les mêmes droits pour tous les habitants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, qu'il y ait les mêmes droits pour les deux peuples, puisqu'il y a bien deux peuples, un peuple israélien et un peuple palestinien, et qu'il y ait les mêmes droits pour les trois religions, et les autres. Parce qu'il y a aussi les Bahaïs, enfin, c'est plus compliqué que trois religions. Beaucoup de Palestiniens militent en faveur de cette idée. Très peu d'Israéliens le font. Mais en tout cas, je dirais, pour être extrêmement schématique, on nous dit souvent un État, c'est une utopie. Moi, je réponds, deux États, c'est une utopie. La preuve, ça fait depuis 1967 que cette idée existe et qu'elle ne marche pas. Sur la gauche et la droite américaine, au sein du Parti démocrate, je veux dire, c'est relativement simple de te répondre, Alexandre. La gauche américaine, qui a beaucoup progressé, la gauche démocrate, autour de Sanders, autour d'AOC, autour de toute une série de figures, de jeunes femmes notamment noires ou métisses, qui ont été élues au Congrès. C'est des choses presque impensables quand on se souvient
moi, à mon âge, je me souviens du Ku Klux Klan comme une réalité. Je me souviens des lynchages de Noirs. Je me souviens des Noirs qui ne pouvaient pas emmener leurs enfants à l'école. Je me souviens de Rosa Parks. Je me souviens, etc., etc. Je ne vais pas vous faire le « je me souviens » de Sami Frey, mais je pourrais vous le faire. C'est ce qui s'est passé à cette élection, au-delà de la défaite de Trump et la victoire de Biden, ce succès des candidates notamment et des candidats de la gauche démocrate, ça pèse évidemment très fortement sur Biden. Ça n'empêche que la droite démocrate reste forte, que le lobby pro-israélien, d'ailleurs là-bas on ne prend pas de gants, le lobby s'appelle lui-même lobby juif. Quand quelqu'un de l'AIPAC parle, il dit I speak in the name of the Jewish lobby. Donc, ce lobby est puissant, mais il a été cassé par Trump. C'est-à-dire, comme on l'a vu, sans doute vous le savez, aux élections, près de 80% des Juifs ont voté pour Biden. On savait que les Juifs votaient plutôt démocrates que républicains, mais pas du tout dans ces proportions. Du coup, le lobby pro-israélien est en difficulté pour faire le travail qu'il a toujours fait de défense de la politique israélienne, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, on défend par principe. Donc, si vous voulez, la bataille interne au Parti démocrate est devenue une bataille beaucoup plus ouverte. Je ne dis pas que la gauche va l'emporter, mais elle a au sein du Parti démocrate aujourd'hui une force très nette, très, très, très importante. Chomsky ou Sanders ne sont plus des figures de marginaux. Ce sont des figures de politique qu'une partie de l'opinion démocrate suit. La troisième question, c'était, pardon? Je ne t'entends plus. Oui, pardon, j'ai coupé mon micro. C'était sur l'UNRWA. C'était savoir, à part les États-Unis, sur quels États et sur quelles contributions compte cette agence et à quel point, du coup, c'est. Les États-Unis, c'était décisif, quoi. C'est-à-dire concrètement, quand Trump a décidé de quitter l'UNRWA et de couper les vivres, en fait, l'UNRWA a perdu 40% de son budget. Ce qui veut dire concrètement qu'on ne pouvait plus faire fonctionner les centres de santé de l'UNRWA, que les écoles de l'UNRWA, il fallait enlever un gros tiers des enseignants, donc que les enfants palestiniens, des réfugiés palestiniens n'avaient plus de cours comme ils en avaient avant, etc. etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un tableau, chacun sait ce que c'est que la vie d'un réfugié, plus ou moins. Tout là-bas dépend de l'aide de l'UNRWA. Concrètement, si vous prenez Gaza, par exemple, 80% des Gazaouis vivent de l'aide internationale. C'est un peu moins en Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, il y a un minimum d'économie qui survit. Mais ça n'est pas le cas à Gaza. Donc, si vous voulez, le retour à l'UNRWA, s'il s'accompagne, et ça reste à vérifier, hein, du versement par les États-Unis de leur quote-part à l'UNRWA, ça va permettre de soulager très rapidement le sort de plusieurs millions de Palestiniens réfugiés. L'UNRWA considère qu'il y a actuellement 5 millions de réfugiés palestiniens. Donc ça vous donne une idée quand même de l'importance de cette question. Pour faire un petit point, l'UNRWA, c'est l'agence donc des réfugiés qui s'occupe des Palestiniens. C'est le HCR, mais spécialisé voilà, pour les Des Palestiniens réfugiés. réfugiés, bien sûr. Attention, hein, c'est-à-dire tout Palestinien n'est pas réfugié, même s'il est à l'étranger. Par exemple, je vous donne un exemple que les gens ne connaissent pas, qui est surprenant souvent. Au Chili, il y a 400 000 Palestiniens. Mais ce ne sont pas des réfugiés. Ce sont des Palestiniens qui, à travers l'histoire, se sont retrouvés, pas seulement au Chili, hein, c'est vrai aussi au Salvador, c'est vrai enfin, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Si le FMLN vous dit quelque chose, le Front de libération du Salvador, si ça dit quelque chose à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, eh bien, le principal dirigeant du Front FMLN, qui était la guérilla à l'époque de la lutte armée, il était dirigé par un Palestinien, Shafik Andal. Voilà. Donc là, on parle des réfugiés enregistrés comme tels par l'UNRWA, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, que dans les autres pays du Proche et du Moyen-Orient.
Mais ça fait au total 5 millions de gens dont la vie quotidienne, la santé, l'éducation, etc., dépend de l'aide de l'UNRWA. Alors, les autres pays fournissent une aide, les pays arabes fournissent une aide, mais c'est clair que les États-Unis sont la première puissance mondiale, donc leur contribution est absolument décisive pour que l'UNRWA puisse assumer ses responsabilités. Alors après, on a une autre question. Vous avez évoqué les accords d'Abraham. Trump s'est vanté des accords de normalisation entre Bahreïn et Israël d'un côté, les Émirats arabes unis et Israël de l'autre. Donc la normalisation était-elle possible sans préalable de la question palestinienne? Et est-ce que, même si c'est peu probable, on peut imaginer d'autres accords de normalisation à venir? Et je continue sur le même sujet, au-delà du côté symbolique, quel est l'intérêt des États à refuser de reconnaître Israël? Et est-ce que les sociétés arabes l'accepteront-elles? Voilà. Je vais plutôt vous répondre dans l'autre sens, parce que ce sera peut-être plus clair. Pourquoi un certain nombre de dirigeants arabes, pas tous, hein, mais un certain nombre, voulaient aller vers une normalisation avec Israël, quitte à trahir leurs engagements, puisque la position unanime du monde arabe depuis 2002, c'était « nous sommes prêts à normaliser toutes nos relations avec Israël, pas seulement diplomatiques, commerciales, économiques, technologiques, touristiques, etc., à condition qu'Israël se retire des territoires occupés de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza, et qu'un État palestinien puisse s'y construire dans des conditions conformes au droit international, aux résolutions de l'ONU. La première raison qui a été mise en avant par les États du Golfe en particulier, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, etc., c'était la crainte de la menace iranienne. On ne peut pas ne pas le prendre au sérieux. C'est une peur qui existe. Dans les sondages que je vous ai donnés tout à l'heure, on voit une différence entre les États du Maghreb ou du Machrek, où les opinions ne pensent pas que l'Iran est une menace importante, 12%, hein, et les États du Golfe, où, sans être dominante, cette question est quand même plus présente. C'est vrai que les rapports de force, y compris militaires, sont des rapports de force qui peuvent inquiéter les Émirats du Golfe. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'armée. Ils ont une armée, mais ils ne savent pas s'en servir. Quand il y a eu une attaque contre la grande raffinerie de pétrole saoudienne en septembre 2019, vous voyez, la raffinerie a été bloquée pendant plusieurs semaines alors qu'elle est entourée de missiles, antimissiles patriotes, mais dont visiblement personne n'a su se servir. Donc, il y a une vraie peur chez les dirigeants, je veux dire, de la menace iranienne. Il y a une autre peur chez eux, à mon avis tout aussi importante, c'est celle de leur peuple. Parce que depuis 10 ans, les révolutions arabes, les unes après les autres, même si elles ont été écrasées, sauf en Tunisie, elles ont montré que ces peuples avaient gagné d'abord un niveau de mécontentement exceptionnel, mais aussi un niveau de maturité qui leur permettait de soulever leurs joues, quoi, et de se faire entendre. Ça, il n'y a pas un dirigeant arabe qui le néglige. Et de ce point de vue, double, Israël, c'est un allié pour les dirigeants dont je parle. C'est un allié face à l'Iran, parce qu'Israël a des moyens militaires de faire face à l'Iran et d'aider les Émirats du Golfe à faire face à l'Iran. Mais Israël a aussi beaucoup de moyens technologiques. Vous savez que c'est un pays extrêmement avancé en matière de high-tech, mais notamment de high-tech sécuritaire. Je dis, alors en ce moment, personne ne prend l'avion, mais imaginons que la Covid s'en va, il serait temps d'ailleurs, et qu'on reprenne l'avion, tous les appareils de sécurité devant lesquels vous passez sont des appareils fabriqués par les Israéliens. Donc, si vous voulez, les dirigeants arabes se disent, Israël, on en a besoin pour… Alors, c'est évidemment un cercle vicieux, parce que si on s'allie avec Israël, on incite les Iraniens à se montrer plus agressifs et on mécontente les opinions dont on a vu tout à l'heure qu'elles n'étaient pas du tout d'accord pour qu'on normalise avec Israël.
juste une précision pour qu'on se comprenne bien. Les opinions telles qu'elles se présentent aujourd'hui, elles ne sont pas opposées à la normalisation en soi. Pas du tout. L'idée que tous les Arabes voudraient jeter tous les Juifs à la mer, tout ça, c'est des vieilleries du passé. Ça a existé. Un homme comme Choukaïri, à la tête de l'OLP, dans les années 60, a dit des choses comme ça. Il les a dites, c'est le fait, c'est un fait. Mais aujourd'hui, la plupart des opinions arabes disent « nous ne voulons pas de normalisation sur le dos des Palestiniens ». On est prêt à la normalisation si les Palestiniens se voient reconnaître, comme tous les peuples du monde, le droit à l'autodétermination. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font un État s'ils veulent un État. Ils en font une coexistence au sein d'un même État avec les Israéliens. Ils en font une confédération avec la Jordanie, que sais-je. Enfin, après, c'est une autre question. Mais le principe du droit à l'autodétermination, c'est une chose qui compte dans les opinions arabes. Et pour cause, parce que les peuples arabes ont mis très longtemps à être eux-mêmes souverains, à supposer qu'ils le soient réellement. Je ne suis pas sûr que les citoyens syriens en ce moment, ou irakiens en ce moment, ou libanais en ce moment, soient vraiment souverains, au sens plein du terme. Donc, si vous voulez, c'est ça un peu la contradiction. En se rapprochant trop ouvertement d'Israël sur le dos des Palestiniens, en vendant les Palestiniens, en vendant la cause palestinienne, les dirigeants arabes se mettent à dos à la fois les Iraniens et leurs propres opinions. Donc, ils sont dans une situation d'étau. Ils sont pris en étau, un peu. Mais je dois dire, je termine là-dessus, ça n'est pas une surprise, ça n'est pas un scoop. Depuis que la question palestinienne existe, les dirigeants arabes l'ont toujours trahi. Toujours. Quand il y a eu la première grande révolte palestinienne entre 1936 et 1939, une des raisons de son échec, c'est la trahison des dirigeants arabes. Quand il y a eu la première guerre judéo-palestinienne, israélo-arabe de 1948-1949, on apprend dans les livres d'école que des régiments arabes sont venus le 15 mai 1948, au lendemain de la déclaration d'indépendance d'Israël. C'est vrai, mais ils sont venus pas contre Israël, ils sont venus pour empêcher Abdallah de Transjordanie, la Jordanie d'aujourd'hui, de mettre la main sur la Cisjordanie. C'était des batailles internes. Et d'ailleurs, Israël, l'armée israélienne, qui n'existait à peine à l'époque, c'était des milices, si vous voulez, la Haganah, l'Irgun, le Lehi, etc., ont battu les régiments arabes un après l'autre. Ils n'étaient absolument pas coordonnés. Vous reprenez ensuite 67, bon, la défaite lamentable des armées arabes en 67, en 6 jours quand même. En 6 jours, Israël a quadruplé son territoire. Vous imaginez ça? C'est quand même impressionnant. Vous avez, bref, et si j'ajoute à ça le nombre de massacres, le massacre des Palestiniens de Jordanie, en septembre, ce qu'on a appelé Septembre noir, en 1970, le massacre des Palestiniens de Tal al-Zatar au Liban par l'armée syrienne en 1976, le massacre de Sabra et Shatila en 1982 par les troupes phalangistes aidées par les Israéliens, même s'ils n'ont pas participé directement au massacre. Quand on fait le bilan, vous savez, je crois que les armées arabes ont tué plus de Palestiniens que l'armée israélienne. Donc, on est dans une tradition historique. Là aussi, c'est la longue histoire, hein. Très longue histoire. Je vais enchaîner avec 2 petites questions. La première, c'était à propos de l'opinion en Israël, savoir finalement que pense comment est perçue l'élection de Biden dans la société israélienne. Et j'avais une autre petite question, c'était à quel point l'élection de Biden peut influencer la position diplomatique des pays européens et de l'Union européenne vis-à-vis de l'occupation. Bon, on va distinguer ces 2 questions parce qu'elles sont vraiment très différentes. Sur Israël, il faut dire plusieurs choses. D'abord, c'est quand même un pays particulier. Parce que les gens qui y vivent, pour une partie d'entre eux, ceux qui y vivent depuis longtemps, je veux dire, sont venus sur une base idéologique. En France, on est français, voilà. Hein.
on est allemand, on est allemand. Là, c'est quand même une population qui est venue à l'appel d'un mouvement, le mouvement sioniste, qui a expliqué aux Juifs que l'antisémitisme était tel que la seule solution, c'était qu'il y ait un État pour les Juifs. On n'a pas précisé à l'époque que ça se ferait sur le dos de la population autochtone de la Palestine, qui d'ailleurs comprenait des Juifs, hein, mais des Juifs qui n'avaient rien à voir avec le mouvement sioniste. C'était des Juifs qui vivaient là depuis des siècles en très bonne entente avec les Arabes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. De toute façon, toute l'histoire de cette terre est faite de conversions successives. Les Juifs sont devenus chrétiens, les chrétiens sont redevenus ou devenus musulmans quand l'islam est arrivé. C'est très difficile de dire qui est qui en réalité sur place au niveau de la population autochtone. Mais le reste de la population est venu sur une base idéologique. C'est clair que ça compte dans l'opinion. Deuxièmement, cette population, qu'elle ait vécu ou non la Shoah, a été marquée par la Shoah, qui est un des plus grands génocides de l'histoire, pas seulement un des plus grands en termes de nombre de victimes. Il y a eu d'autres génocides avec aussi beaucoup de victimes, bien sûr, que ce soit les Arméniens, que ce soit les Indiens d'Amérique, que ce soit les Tutsis, que ce soit les Khmers, etc. Mais il y avait dans le projet hitlérien quelque chose qui était une volonté de génocide. C'était un génocide préparé. Ce n'est pas tout à fait le cas des Tutsis. Le génocide arménien s'est déroulé dans une période pendant la Première Guerre mondiale, qui est une période très particulière sur place en Turquie, etc. Chaque génocide a son histoire. La particularité de la Shoah, c'est qu'elle a été pensée, voulue, et que cette idée s'est radicalisée au fur et à mesure de la guerre, jusqu'à devenir une extermination industrielle. C'est évident que c'est un traumatisme majeur pour les gens qui vivent aujourd'hui en Israël. Une partie d'entre eux sont venus à cause de ça. C'est des survivants qui ont voulu rebâtir leur vie ici. Et puis, vous avez l'utilisation de la Shoah, c'est-à-dire le discours politique, que ce soit de gauche, de droite d'ailleurs, ce n'est pas de problème. Ils utilisent la Shoah pour justifier toute une série de décisions politiques qui n'ont strictement rien à voir avec une réponse, quelle qu'elle soit, à ce que les Juifs ont subi, ou que les Tziganes ont subi, ou que les élites polonaises ont subi, ou que les soldats de l'armée rouge ou les civils de Leningrad. On vient de voir, il est toujours en replay d'ailleurs, je le conseille aux étudiants qui nous écoutent, un magnifique documentaire sur les 800 jours de siège de Leningrad. C'est hallucinant, absolument hallucinant. Donc, tout ça a été manipulé, si vous voulez. Je me souviens d'un film de Eyal Sivan, très bon cinéaste israélien, qui s'appelle Iskor, souviens-toi, en hébreu, et on voit une enseignante d'une classe maternelle, c'est vraiment des tout petits enfants, ils ont 4-5 ans, quoi. Et la prof leur dit « Pharaon nous a tués, Hitler nous a tués, et les Arabes veulent nous tuer. » Voilà, en une phrase, on a la manipulation de l'événement qui a été la Shoah au profit d'une politique etc. Tout cela étant dit, on peut y rajouter la montée du racisme, c'est-à-dire l'Israël que j'ai connu moi dans les années 70 n'était pas aussi raciste qu'il l'est aujourd'hui. Même le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a pu dire des phrases qui, en France, l'auraient mené en prison. Il aurait été condamné pour incitation à la haine raciale en France, d'après nos lois. Mais là-bas, il peut se le permettre. Ça ne l'empêche pas d'ailleurs d'aller courir après les voies arabes pour essayer de survivre à la prochaine élection. Ce genre d'homme politique, ce genre de populiste n'a absolument aucun état d'âme dans ce genre de choses. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je veux essayer de faire comprendre qu'il y a une toile de fond qui explique que l'opinion israélienne ne soit pas une opinion comme une autre. C'est une opinion de pays colonial. C'est une opinion qui vit en ayant la conscience qu'elle occupe, ce peuple occupe un autre peuple. Et de la même manière qu'en France, la majorité des Français dans les années 57, 58, 59 jusqu'à 60, 61 étaient pour l'Algérie française, de la même manière, on a une opinion là qui est favorable, en tout cas, a priori, à l'occupation
de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, évidemment. C'est un élément important. Mais, tout cela étant dit, pour moi, à mon avis, comme observateur, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'absence d'alternative. Quand vous êtes un citoyen israélien et que vous ne voulez plus de l'occupation, que vous voulez qu'Israël se retire de ses territoires, que vous voulez qu'il y ait un État palestinien avec lequel on entretienne des relations pacifiques, etc., vers qui vous tournez? À part la liste unie, c'est-à-dire les partis arabes, et pour ce qui est du Parti communiste, un parti judéo-arabe, mais globalement, c'est, disons, un parti arabe qui a obtenu des grands succès d'ailleurs. Il a 15 députés dans l'actuel Knesset sur 120, c'est pas rien. Mais à part ça, il n'y a pas. Il n'y a plus de gauche israélienne sioniste. Elle s'est effondrée, elle s'est suicidée. Je ne veux pas faire de parallèle, on n'est pas là pour faire de la politique française, mais enfin, on est un peu comme en France. C'est-à-dire que, si vous voulez, en France, il paraît qu'il faut choisir entre Macron et Le Pen. On verra pour la prochaine fois, j'en sais rien. Ben, en Israël, il faut choisir entre Bennett et Netanyahou, ou entre Sa'ar et Netanyahou, ou entre Yesh Atid et Netanyahou. Yesh Atid, c'est peut-être un peu plus Macron que Bennett ou Sa'ar, certainement. Mais je veux dire, il n'y a pas d'alternative. Donc, cette absence d'alternative est la clé, la principale clé de compréhension de la dérive droitière, de la dérive, oui, la droitisation de la société israélienne. Mais ce n'est pas la seule. Après, on rentrerait dans une autre conférence. C'est qu'en Israël, il n'y a pas seulement le problème juif et arabe. Il y a aussi le problème laïque et religieux. Mes amis qui ont beaucoup d'humour, il y a souvent beaucoup d'humour en Israël, me disaient toujours, mais pourquoi tu t'inquiètes? C'est sûr qu'il y aura 2 États. Dominique, ne t'inquiète pas, il y aura 2 États. Un État juif laïque et un État juif religieux. Et puis, il y a le problème des juifs ashkénazes, originaires d'Europe, qui sont la force dominante, qui encadrent la société depuis le début, et puis les juifs orientaux, on les appelle séfarades, c'est une erreur de terminologie, ils n'ont rien à voir avec l'Espagne, séfarades, c'est l'Espagne. Donc, la plupart viennent des pays arabes, ils ne viennent pas d'Espagne. Les orientaux, on dit, les mizrahim, et ça fait des décennies que les mizrahim ont été exploités, opprimés, humiliés par le pouvoir ashkénaze qui était symbolisé par le Parti travailliste, par la gauche. Donc, en 1977, 4 juifs orientaux sur 5 ont voté pour la droite. C'est eux qui ont mis Begin au pouvoir. Begin qui venait de Pologne et qu'on appelait Begin roi du Maroc dans les rues. Parce qu'il était celui qui allait soulager la misère, l'humiliation, la répression contre les juifs orientaux. Ça pèse aussi. Donc, c'est une société d'une extrême complexité, mais où la clé, je le répète, pour moi, c'est l'absence d'alternative. Alors peut-être une dernière question, parce qu'il ne reste que quelques minutes. Merci. Non. Mais non. Alors, on continue. Il y a donc une question d'un participant concernant la dernière décision qui est un thème d'actualité un peu brûlant de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut être confiant et confiante quant à son terme? Voilà, vous pouvez peut-être rappeler quel est le dossier Oui, pénale internationale. mais je veux d'abord dire que au bout d'un siècle de conflit israélo-palestinien, où les Palestiniens se sont toujours fait rouler dans la farine, pas seulement par les Israéliens, mais par les grandes puissances, que ce soit la puissance mandataire britannique, qui, entre 1922 et 1948, a permis que se développe un futur État d'Israël et pas un futur État arabe à ses côtés. Que ce soit le rôle qu'ont joué les Français quand ils étaient aux côtés d'Israël de très près, entre 1947 et De Gaulle, entre 67, la guerre des 6 jours. C'est à ce moment-là que De Gaulle met fin à cette espèce d'alliance presque incestueuse avec Israël. Et puis, évidemment, les Américains, évidemment, les Russes. Les Palestiniens sont
de ces peuples, comme les Kurdes, si vous voulez, qui ont toujours été roulés dans la farine. Donc, moi, je me garderais bien d'exprimer la moindre confiance que ce soit, même envers l'ONU, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Il n'y a pas mieux en magasin, hein. J'aimerais bien qu'il y ait mieux en magasin que l'ONU. S'il y avait une véritable organisation multilatérale dans laquelle il n'y ait pas 5 pays qui aient le droit de veto, dans lequel ce ne soit pas les Occidentaux qui dominent, dans lequel ce ne soit pas des représentants des dictatures ici et là, mais des peuples. Mais bon, pour l'instant, c'est l'ONU, on fait avec, j'ai du respect. Et j'ai du respect pour la Cour pénale internationale, dont la création a été un grand pas en avant. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une cour internationale, pas ponctuelle comme le tribunal de Nuremberg, mais permanente, peut juger des crimes de guerre, peut juger des dictateurs. Donc, formidable, tout ça existe. Mais de là à dire que l'ONU ou la CPI vont aller au bout de leur mandat, en l'occurrence, moi, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que pour la première fois, la Cour pénale internationale a décidé qu'elle avait le droit de statuer sur ce qui se passe dans des territoires occupés par Israël, en l'occurrence Jérusalem-Est et la Cisjordanie, Gaza étant considéré pas tout à fait comme occupé, mais Gaza, c'est comme une prison à ciel ouvert, donc ça fait partie du problème, disons. Pour l'ONU, d'ailleurs, ça fait partie du problème. Ça n'est pas exclu. On ne considère pas que Gaza est un territoire indépendant. Donc, que la CPI décide qu'elle a le droit d'enquêter et que donc, s'il y a des plaintes pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, etc., et Dieu sait s'il existe, en tout cas, qu'il y en a, et il y en a beaucoup, et ça fait longtemps qu'il y en a beaucoup, en tout cas depuis 67, sans aucun doute, sans remonter plus loin, c'est une décision historique. Mais je ne suis absolument pas sûr que la Cour aura les moyens d'appliquer cette décision réellement, c'est-à-dire de mener l'enquête et ensuite de juger les criminels de guerre, en l'occurrence. D'autant que, j'ai vu, je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas, j'ai pas pris ma carte au Parti démocrate américain, hein, personnellement, je ne le ferai jamais. Biden, dans le bilan que j'ai fait tout à l'heure avec des aspects positifs, des aspects qui le sont moins, il a immédiatement réagi négativement à la décision de la Cour. C'est-à-dire il a soutenu Israël dans son opposition à la décision de la Cour. On verra. Je pense que le mouvement de solidarité avec la Palestine est tellement fort dans le monde, y compris chez nous en France, que l'opinion a une image tellement négative d'Israël avec le bilan qui a été celui de Netanyahou, 15 ans de Premier ministre Netanyahou, c'est 15 ans de crimes en Palestine, je veux dire des crimes quotidiens. Tous les jours, il y a un jeune Palestinien qui prend une balle dans la tête. Alors parfois, on nous dit qu'il avait un couteau, ou il avait ci, ou il avait ça, mais enfin, il y en a tellement de centaines et de centaines chaque année qui sont assassinés, ça mérite qu'on enquête, quoi. Les bombardements sur Gaza, ceux que François Hollande et Manuel Valls applaudissaient à tout rompre pendant l'été 2014, ils ont fait 2200 morts. 2200 morts. Pas tous des civils, mais une grande majorité de civils. Il faut qu'un jour, on leur rende justice à ces morts-là. Les pauvres paysans à qui on prend les terres, on arrache les oliviers, on brûle les maisons, on fait brûler des enfants, des bébés dans des maisons, c'est les colons qui se vengent. Il faut bien qu'eux aussi soient jugés un jour. Moi, je suis fou de joie qu'enfin la question, par exemple, de l'inceste en France, elle sorte et qu'on en parle et que peut-être il y ait une prise de conscience qui amène à des sanctions, qui amène à une répression plus forte. Mais je veux dire, toute proportion gardée, est-ce que tous ces morts de Palestine, est-ce que tous ces morts israéliens tués dans des attentats kamikazes, est-ce que tous ces gens-là ne méritent pas aussi qu'on leur rende justice? Je veux dire, je pense qu'il y a un problème d'humanité et d'humanisme dans cette affaire. Ce n'est pas seulement une question juridique, vous voyez bien ce que je veux dire. Pour ce qui est de l'Europe, franchement, le mieux qu'on puisse dire, c'est de ne pas en parler, quoi. Parce que vraiment, l'Europe a essayé de jouer un rôle, essentiellement d'ailleurs à l'initiative de la France, du temps de Giscard d'Estaing. Il y a eu un fameux Conseil européen qui a pris position pour les droits des Palestiniens. Ensuite, Mitterrand a fait
il a une mauvaise réputation sur la Palestine. Il a fait beaucoup de choses. Il a été à la Knesset dire que les Palestiniens avaient droit à une patrie en mai 82. Il a envoyé des bateaux pour sauver Arafat et les Fédayines au Liban en 82 et en 83. Donc, il y a eu une période où l'Europe jouait un rôle. Et puis, elle s'est effacée devant la prépondérance américaine et devant le chantage israélien. Et ça, à mon avis, d'un point de vue à la fois politique, commercial, économique et moral, c'est absolument suicidaire. Je vais vous prendre un exemple. J'aimerais bien que tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent y réfléchissent. Voilà, moi, mon père était à Auschwitz. Il y a passé 2 ans, dont les fameuses marches de la mort à la fin. C'est une des raisons pour lesquelles je suis attentif à la question palestinienne. Parce que je ne veux pas qu'au nom de la tragédie qu'a vécue mon père et beaucoup d'autres, pas seulement des juifs, hein, je réinsiste, les tziganes, les malades mentaux, les populations slaves, les populations polonaises, les populations russes, etc. Je ne veux pas que cette épouvante serve à justifier d'autres injustices et d'autres épouvantes. Et voilà que je vois que pour faire sa petite tambouille diplomatique, le Premier ministre israélien, pour faire chanter l'Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des mamours, et je suis gentil en disant mamours, hein, très gentil, à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui fait l'apologie des gens qui ont tué 500 000 juifs hongrois en 3 mois de l'été 1944. Il s'entend comme larron en foire avec Kaczynski, le Polonais, qui a fait voter une loi qui interdit la critique de la collaboration polonaise et qui est en train de faire juger des historiens qui ont eu le malheur de dire oui, des Polonais ont participé massivement au génocide des Juifs. Ils sont jugés en ce moment à Varsovie, dans l'Europe, dans l'Union européenne démocratique. Hein. Il va dans les pays baltes, pareil, il flirte avec les dirigeants baltes. 97% des Juifs des pays baltes ont été exterminés, dont une grande partie par des milices collabos, pas par les nazis, etc., etc., etc. Moi, pour moi, ça passe pas. Je veux bien qu'on soit de droite, qu'on soutienne la politique israélienne, tout ce qu'on veut. Mais il y a une limite quand même. Que le Premier ministre juif d'un État qui se prétend juif, qui s'affirme un État juif, au point d'ailleurs de dire que seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël, loi du 19 juillet 2018. Que cet homme aille flirter avec tout ce que l'Europe compte de populistes, négationnistes et antisémites pour empêcher l'Union européenne de faire pression sur Israël, de lever par exemple l'accord d'association en disant si vous continuez à violer les droits de l'homme et les droits humains, le droit international, conformément à l'accord d'association, on suspend. Alors, je dis là, on est au-delà de ce qui est acceptable. On n'est plus dans un débat politique. On est dans quelque chose qui est une honte, quoi. Je le dis comme je le pense, une honte. J'espère que les Israéliens vont nous débarrasser de ce personnage, dont le père était déjà un militant de l'extrême droite qu'on appelait révisionniste, soutenu par Mussolini, dont le fils, Yair Netanyahou, offre son visage au parti néo-nazi allemand, l'AfD, Alternative für Deutschland, pour faire une affiche qui dit « libre, indépendant et chrétien ». Et là-dessus, sur cette affiche néo-nazie, on voit le visage du fils de Netanyahou. Vous voyez, la dynastie des Netanyahou, on voudrait bien l'oublier, une bonne fois. Je pense que ça va nous faire une bonne conclusion. Je voulais vous remercier, Dominique, pour le temps que vous nous avez accordé et l'énergie que vous avez mis dans votre intervention. Juliette, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mais je pense qu'on peut couper. On a fait une petite heure et demie de conférence. On peut s'arrêter là pour la soirée. Et j'espère qu'on va se revoir. Juste, Alexandre, un petit mot qui n'a rien à voir avec le sujet. Je voudrais dire aux étudiants qui nous écoutent, qui nous regardent, tenez bon. Tenez bon. C'est dur. On gagnera, c'est sûr.
Le Covid ne gagnera pas. Les alliés du Covid ne gagneront pas. Les pieds nickelés qui ont été incapables de se battre correctement contre le Covid, comme l'ont fait les Coréens, comme l'ont fait les Chinois, comme l'ont fait les Vietnamiens. Il y a une quinzaine de pays d'Asie qui ont réussi à combattre le Covid. On va gagner et on va s'en sortir. Il ne faut surtout pas perdre espoir. Vous avez la vie devant vous et ce sera une belle vie. Merci pour votre soutien. Et merci à tous les participants et participantes. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aborder toutes les questions que vous nous avez posées. Il y en avait énormément concernant le Yémen, le Hezbollah, l'Iran, etc. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir également, je pense, pour nous toutes et tous de vous écouter. Et encore merci. Et pour moi, un grand plaisir. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.